Bonjour à tous et bienvenue pour ce webinaire sur le thème de la santé mentale à destination des professionnels au contact de personnes concernées par des troubles psychiques. Vous êtes particulièrement nombreux aujourd'hui à nous rejoindre pour cette rencontre initiée par le préfet Éric Pélisson de la région Occitanie en charge de la lutte contre la pauvreté et l'exclusion et en partenariat avec la région Occitanie, la région académique Occitanie et la Fédération Santé Mentale France. Je vois que vous continuez à être nombreux à vous connecter. Vous êtes déjà plus de 1000 à nous rejoindre sur cette plateforme et à peu près le même nombre à vous connecter sur YouTube. Donc, soyez les bienvenus. On est très honorés que vous soyez là pour écouter nos intervenants parler d'accompagnement et peut-être partager des enjeux que vous pouvez rencontrer dans vos métiers, dans vos quotidiens professionnels. Donc, on va tenter de faire au mieux pour répondre à vos questions et vous éclairer grâce à notamment la participation de nos 4 invités, Magali Blanc de l'association Força Real, Cassandre Lefebvre et Anne-Laure Dumoutier de l'association Cohérence Réseau et Céline Burneau de la Fédération des acteurs de la solidarité que je remercie infiniment pour leur présence, leur participation et surtout d'accepter de partager leurs connaissances terrain qui sont extrêmement précieuses. Donc, je continue à voir que vous venez nous retrouver d'un peu partout en France. On va néanmoins démarrer ce webinaire. Donc, moi, je suis Claire Leroy Atala, je travaille pour la Fédération Santé Mentale France et j'anime cette série de webinaires initiée par la région Occitanie. Ça fait une vingtaine d'années que je travaille sur les sujets de handicap psychique, d'insertion sociale et professionnelle et de rétablissement en psychiatrie. Et je suis également l'auteur d'un ouvrage sur le thème des troubles psychiques au travail qui a été édité aux éditions Payot. Donc, je vous propose de démarrer ce webinaire en 3 temps. Un premier temps d'éclairage, petit rappel sur la santé mentale, les troubles psychiques et peut-être les enjeux aujourd'hui autour de l'accompagnement. Et puis, très vite, je donnerai la parole à nos invités qui pourront partager leurs pratiques de terrain. Et enfin, on prendra le temps de répondre au mieux aux questions que vous allez nous poser dans le chat tout au long de ce webinaire. Donc, il y aura une modération. On va essayer de relever un maximum de questions, de prendre le temps d'y répondre. Excusez-nous par avance si on ne peut pas répondre à toutes vos questions, car heureusement, vous êtes très nombreux à partager cette rencontre aujourd'hui. Alors, peut-être pour démarrer, pourquoi ce thème de l'accompagnement? Ce que l'on constate et l'intention qui a été posée pour cette thématique, c'est qu'il y a un nombre de plus en plus important de personnes qui vivent avec des troubles psychiques et qui font appel à un certain nombre de services et notamment de services d'accompagnement socio-professionnel au sens large. Et malgré le professionnalisme des différents intervenants et acteurs auxquels ils peuvent s'adresser, on peut parfois se sentir démunis face à certaines situations, voire dans l'incompréhension de certains comportements, avec certaines peurs ou craintes de maladresse face à une demande qui n'est pas toujours très explicite, voire qui n'est pas du tout formulée de la part de personnes qui rencontrent des problèmes de santé mentale. Et on peut ressentir du désarroi, du découragement ou se poser un certain nombre de questions dans ces situations-là d'accompagnement. Et c'est pour éclairer finalement tous ces enjeux singuliers et plus sensibles de l'accompagnement qu'on souhaitait aujourd'hui vous proposer ce webinaire, à la fois par un temps d'éclairage, mais aussi grâce à l'expérience
et aux connaissances de nos invités du jour. Donc peut-être pour démarrer, quelques éléments sur la santé mentale et les problématiques finalement d'insertion sociale et professionnelle que ça engendre. Pourquoi on se parle tant de santé mentale et aujourd'hui on se dit que on a bien compris le message qu'il n'y a pas de santé sans santé mentale. Ce que l'on voit, c'est qu'on a eu des années de politique publique durant lesquelles les messages de prévention notamment ont été principalement axés sur la santé physique des personnes et notamment la santé physique de la population active, un peu moins sur les questions de santé mentale. C'est un peu comme si on avait oublié pour une part le fait qu'on était fait d'un corps et d'un esprit, qu'en tout cas on marchait sur deux pieds, à la fois grâce à notre santé physique, mais également grâce à notre santé psychique. C'est pourquoi l'OMS, depuis maintenant plus d'une dizaine d'années, a activement fait passer des messages de prévention sur la santé mentale et rappeler que finalement, chacun de nous a une santé mentale et qu'être en bonne santé, c'est notamment être en bonne santé mentale. Qu'est-ce que ça signifie être en bonne santé mentale et qu'est-ce que ça recouvre finalement cette notion de santé mentale? Eh bien, on peut retenir cette définition de l'OMS qui aujourd'hui fait consensus, qui est la suivante. La santé mentale, c'est un état de bien-être qui permet à chacun de réaliser son potentiel, de faire face aux difficultés normales de la vie, de travailler avec succès et de manière productive et d'être en mesure d'apporter une contribution à la communauté. Ce qui est intéressant dans cette définition et pourquoi ça me semblait pertinent de la rappeler aujourd'hui, c'est que vous voyez que ce n'est pas une définition qui est médicale ou sanitaire de la santé mentale. C'est une définition qui nous concerne tous en tant que citoyens. C'est une définition qui nous parle de notre ressenti individuel, donc l'état de bien-être, qui nous permet de nous réaliser. Donc c'est quelque chose qui va nous concerner en tant que vécu, en tant qu'individu qui a un vécu. C'est aussi une définition qui nous parle de l'aspect comportemental de la santé mentale, c'est-à-dire qu'avoir une santé mentale et être en bonne santé mentale, c'est adopter des comportements adaptés aux situations que l'on rencontre. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de se dire qu'être en bonne santé mentale, c'est de ne pas avoir de problème. On est en train de dire qu'être en bonne santé mentale, c'est d'avoir des comportements adaptés aux éventuelles difficultés ou obstacles que l'on va pouvoir rencontrer dans la vie. Donc, c'est toutes les stratégies d'adaptation que l'on va mettre en place en fonction des situations que l'on rencontre. Il y a une troisième dimension qui porte plus sur finalement la place que l'on prend dans la société, la contribution que l'on apporte à la société et qui est donc celle de ce que l'OMS appelle la contribution à la communauté. C'est notre capacité d'insertion, c'est notre capacité d'autonomie, c'est notre capacité à vivre dans un logement, c'est notre capacité à mobiliser nos compétences aussi au service de l'intérêt général ou au service d'un projet collectif plus grand que nous. Donc, ce que nous dit cette définition-là, c'est que pour parler de santé mentale, il n'est pas nécessaire d'être médecin ou psychologue et que cette question de santé mentale, elle est absolument universelle, elle nous concerne tous. Et donc, elle va nous concerner sur qu'est-ce qui fait que moi, je suis en bonne santé mentale et qu'est-ce que je peux apporter à des proches, des personnes que je côtoie dans mon métier ou que j'accompagne pour soutenir leur santé mentale. La particularité de cette santé mentale et ce qui fait aussi son universalité, c'est qu'elle est fluctuante pour chacun de nous, entre un pôle positif où on arrive à garder et mobiliser nos ressources intérieures et extérieures pour justement ressentir ce bien-être, avoir des stratégies d'adaptation au quotidien et trouver notre place dans la société, et un pôle négatif où ces ressources intérieures et extérieures n'arrivent plus à être mobilisées, nous permettent plus de mener une vie quotidienne, ne permettent pas de ressentir un bien-être et de nous réaliser et vont entraver finalement notre vie quotidienne, entraîner des difficultés à mener notre vie quotidienne, à avoir une vie sociale, à travailler, à entretenir son logement,
à éventuellement entretenir ses soins, faire ses soins personnels et d'hygiène corporelle et nous faire ressentir une souffrance psychique. Cette variation de notre santé mentale, elle est universelle pour chacun de nous. Elle se fait au cours de la journée, au cours du mois, au cours de l'année, au cours de la vie. Simplement d'un individu à un autre, eh bien, les variations ne seront pas ni de la même fréquence, ni de la même intensité, et on va éventuellement osciller plus ou moins haut vers le pôle positif ou le pôle négatif, notamment. Ce qui va varier d'un individu à un autre, c'est éventuellement la durée et l'intensité de cette variation vers le pôle négatif. Il y a quelque chose qu'on peut tous ressentir, c'est la détresse psychologique ou ce qu'on peut appeler la détresse réactionnelle, qui est souvent liée à un événement de la vie qui va générer parfois de la souffrance et des difficultés à mener sa vie au jour le jour et qui est lié par exemple à un événement comme un deuil, la perte de son emploi, une séparation, et qui a la particularité de ne pas forcément durer dans le temps. C'est-à-dire que le temps va faire son travail et petit à petit, on va à nouveau retrouver du bien-être, des stratégies d'adaptation et retrouver sa vie quotidienne. Parfois, cette détresse-là, ce ressenti difficile, va s'installer plus durablement, ne sera pas forcément lié à un événement extérieur et va nécessiter des soins, une réponse thérapeutique parce qu'ils vont être envahissants dans la vie quotidienne de la personne et donc poser la question des soins à apporter à la personne sur le plan psychiatrique ou psychologique. On parle alors de troubles psychiques, c'est-à-dire que on considère qu'il va y avoir une intensité de la détresse psychologique et des difficultés de ressenti, de comportement et d'insertion sociale et d'autonomie au quotidien qui sont suffisamment importantes pour aller rechercher une réponse thérapeutique auprès de professionnels de la santé mentale, tels que les psychologues ou des psychiatres qui pourront apporter soit un suivi thérapeutique, soit un suivi médicamenteux. Et lorsque ces troubles entraînent durablement des limitations dans la vie quotidienne, à mener finalement son rôle de citoyen, à prendre pleinement sa place dans la société et à vivre en autonomie, dans ce cas-là, on parlera éventuellement de situations de handicap psychique, c'est-à-dire de situations qui nécessitent éventuellement des dispositifs de compensation et des droits spécifiques liés à la situation de handicap. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette santé mentale, elle est déterminée à la fois par des éléments qui relèvent de l'individu et par des éléments qui relèvent de l'environnement. Ce qui relève de l'individu, c'est finalement toute notre histoire personnelle, notre personnalité, notre éducation, ce que l'on a pu vivre pendant l'enfance, le fait par exemple d'avoir vécu des traumatismes ou pas, d'avoir eu une famille aimante et soutenante, par exemple, va avoir un impact fort sur notre santé mentale, même à l'âge adulte. Il y a des éléments qui sont d'ordre même génétique ou héréditaire qui vont éventuellement créer un terrain de vulnérabilité ou pas par rapport à l'expérience de troubles psychiques à l'âge adulte également, selon que dans sa famille, par exemple, il y a une prédominance de personnes qui ont des troubles de l'humeur, on sait qu'on a une plus grande vulnérabilité, de même que lorsque dans sa famille, il y a des femmes qui ont des cancers du sein, on sait que statistiquement, on sera potentiellement plus à risque. Ça ne veut pas dire qu'on va développer les troubles pour autant, mais il y a potentiellement une plus grande vulnérabilité. Donc ça, c'est une des dimensions qui va impacter notre santé mentale. C'est tout ce qui est lié à notre histoire, notre personnalité, notre hérédité. Mais la plus grande part de détermination de notre état de santé mentale est liée à des dimensions environnementales. C'est-à-dire les conditions dans lesquelles on vit, le fait d'avoir un toit sur la tête, le fait d'avoir des revenus, le fait de ne pas être dans un pays en guerre, le fait d'avoir accès à des soins, le fait d'être entouré par une famille, par des proches, par des amis en cas de difficulté et de ressentir du soutien autour de soi et de ne pas être seul. Nos conditions de travail aussi vont être des éléments
facteur de santé mentale positive ou éventuellement de santé mentale négative. Ce qui est intéressant dans cette dimension-là, ça veut dire que nous, en tant qu'environnement, on est aussi facteur de santé mentale pour les autres. Quand on est finalement un proche de quelqu'un, ou bien lorsqu'on est le collègue, par exemple, de quelqu'un au travail. Et inversement, il y a tout ce que l'on va pouvoir faire pour soi par rapport à son histoire, son hérédité et sa personnalité pour soutenir sa santé mentale ou prévenir éventuellement des difficultés d'ordre psychique. Quelques chiffres pour nous rappeler que ce n'est pas du tout un sujet qui est à la marge dans la société actuellement et on est en train d'en prendre conscience. Aujourd'hui, on estime qu'il y a 1 personne sur 5 dans la population active qui est concernée par les troubles psychiques qui impactent le quotidien des personnes. Au cours de la vie, on estime que c'est même un chiffre de 1 sur 4 de la population active qui rencontrera des troubles psychiques au cours de sa vie. L'OMS alerte depuis plusieurs années en disant que c'est la première cause de handicap et d'invalidité dans le monde. Et ça fait depuis les années 2000 que l'OMS nous dit attention, ça va être la première cause de handicap et d'invalidité dans les années 2020 et on y est très largement aujourd'hui. Donc ça crée de l'invalidité quand on n'accompagne pas ces problématiques-là de santé. L'OMS nous alerte aussi en disant que les troubles psychiques il y a parmi les 10 troubles les plus importants et les problèmes sanitaires les plus importants dans le monde, on retrouve 5 troubles psychiques parmi les 10 les plus préoccupants, donc 1 sur 2. Et dans le monde du travail, il y a une prédominance très forte de problèmes de santé mentale et 1 salarié sur 2 se considère en mauvaise santé mentale et c'est la première cause d'arrêt maladie de longue durée. Donc, ce n'est pas du tout un phénomène marginal qui concerne un petit nombre de personnes. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui a des répercussions à tous les niveaux de la société, à la fois sur le plan individuel et collectif. La bonne nouvelle, c'est que on se rétablit des problèmes de santé mentale que l'on rencontre. Et contrairement à ce que l'on a pu longtemps percevoir par rapport à ces problématiques-là, aujourd'hui, une personne qui, à l'âge de 20, 22, 25 ans, est diagnostiquée pour des troubles de schizophrénie, de bipolarité ou de dépression, n'est pas du tout condamnée ni à vivre à l'hôpital, ni à ne pas travailler et à devoir finalement se contenter de minima sociaux pour sa vie future. Aujourd'hui, on sait qu'on peut se rétablir, même de troubles psychiques considérés comme très graves, qui peuvent parfois amener à des hospitalisations ou des crises assez intenses, et que c'est un chemin que les personnes font et qui leur permet de mener une vie épanouissante et satisfaisante. Ce qu'il faut savoir, cependant, c'est que se rétablir, ça n'est pas uniquement prendre des médicaments. Se rétablir, c'est quoi? C'est tout d'abord mener une vie qui a du sens, c'est-à-dire une vie que l'on considère qui mérite d'être vécue, qui a du sens pour soi, qui est épanouissante et qui me donne envie finalement de me lever le matin, qui me permet de me sentir, prendre ma place dans la société et de ressentir la valeur que j'ai et de ce que je peux apporter aux autres. Et donc ça passe par le travail, ça passe par le logement, ça passe par la vie sociale et culturelle. C'est quelque chose qui est beaucoup plus grand que de prendre des médicaments pour diminuer la symptomatologie de la maladie. Donc, il y a quelque chose qui est autour du sens de la vie dans ce processus de rétablissement. Se rétablir, c'est également prendre soin de soi. C'est-à-dire que c'est un processus, une démarche de connaissance de soi, d'acceptation de ses limites et de connaissance et reconnaissance de ce qui me fait du bien, de ce qui m'aide à vivre, du traitement qui me convient, du bon équilibre de traitement médicamenteux et d'accompagnement thérapeutique, et aussi de ce qui est de l'ordre de la médecine personnelle, comme le sport, l'hygiène de vie, qui sont des éléments clés de l'équilibre de vie au quotidien. Et puis se rétablir, c'est aussi développer des stratégies comportementales adaptées, grâce notamment au développement de toutes les compétences psychosociales, cognitives, émotionnelles et relationnelles que l'on peut acquérir justement
avec ce travail de connaissance sur soi et puis d'accompagnement thérapeutique, mais aussi tout le travail que l'on peut faire sur la prévention des crises et des rechutes grâce à toutes les mesures anticipées en psychiatrie qui sont une formidable opportunité de prévention des hospitalisations, notamment sans consentement, dont on sait qu'elles sont source de traumatismes très importants et de risques de rechute à répétition. Et enfin, se rétablir, c'est avoir du soutien, c'est avoir des stratégies d'appui, de relais, des réseaux de solidarité vers lesquels je peux me tourner quand je rencontre des difficultés, quand je sens que ma santé mentale vacille et qui me permet notamment de lutter contre l'isolement dans lequel me met parfois la maladie et qui fabrique de la chronicité. Pour terminer, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'un des plus gros obstacles aujourd'hui, quand on regarde les enjeux de santé mentale et notamment d'accompagnement dans le champ de l'insertion sociale, ce sont les stéréotypes et les représentations négatives qui sont associées aux maladies mentales, à la folie et aux troubles psychiques. Ce sont comme des barrières invisibles qui nous empêchent d'aller vers, qui nous empêchent d'adopter des postures soutenantes vis-à-vis des personnes concernées. Je n'ai pas repris là tous les stéréotypes et les idées reçues, mais quelques-unes pour essayer de les déconstruire qui sont particulièrement répandues. La première idée reçue, c'est l'idée que finalement la seule manière de se soigner, ce serait d'aller à l'hôpital et de prendre des médicaments. Comme je disais tout à l'heure, il y a quelque chose qui se met en place qui est de l'ordre d'un processus qui est beaucoup plus grand que le fait de prendre des médicaments, qui est le processus de rétablissement et qui peut être soutenu à la fois par les soignants, mais également par tous les professionnels de l'accompagnement au sens large et les proches des personnes. Et il faut savoir que seule une personne sur 5 suivie en psychiatrie a besoin d'être hospitalisée. L'hospitalisation, c'est une réponse à la crise, mais que finalement, le 3/4 des gens qui sont suivis en psychiatrie, c'est plutôt sur du suivi en ambulatoire, en ville, en CMP, et pas forcément uniquement avec des traitements médicamenteux. En tout cas, jamais uniquement avec des traitements médicamenteux. Autre idée reçue, en tout cas stéréotype, c'est finalement la confusion qu'on fait entre le handicap psychique et le handicap mental. Et c'est vrai que historiquement, il y a une espèce d'amalgame qui a été fait entre ces deux handicaps qui fait qu'il reste des confusions. En tout cas, se maintient l'idée qu'il y aurait une déficience intellectuelle associée aux troubles psychiques. Or, c'est une idée reçue. Il n'y a pas de déficience intellectuelle dans le cas des troubles psychiques. Il n'y a pas de handicap mental, justement, c'est-à-dire un handicap cognitif et intellectuel lié à une déficience intellectuelle qui, lui, est en général un handicap qui est plutôt lié à des problèmes autour de la naissance, alors que le handicap psychique, les facultés intellectuelles sont préservées. Néanmoins, il peut y avoir des difficultés cognitives qui sont liées au traitement médicamenteux ou parfois à la fatigue liée à la crise ou à la prise de certains toxiques. Il y a deux grandes idées reçues qu'on voit également souvent, c'est l'idée qu'on ne pourrait pas travailler. On entend les proches, les soignants qui déconseillent même le travail ou bien qui disent que le monde du travail ne pourrait pas comprendre les troubles psychiques. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que les personnes qui vivent des troubles psychiques sont très demandeuses de retrouver, de reprendre leur travail, de retrouver du travail si elles ont dû s'arrêter, et que le travail est un élément très puissant du processus de rétablissement, voire un des piliers indispensables du processus de rétablissement, et qu'aujourd'hui, il y a une multitude de personnes qui travaillent tous les jours et qui, en même temps, gèrent leurs troubles psychiques, sont dans leur processus de rétablissement, et personne n'est forcément au courant. Enfin, il y a l'idée reçue autour de la dangerosité qui persiste malheureusement. Il y a à nouveau un amalgame qui est fait et qui est largement relayé par des faits divers qui associent les troubles psychiques et notamment la schizophrénie à la dangerosité. Or, aujourd'hui, on a des études qui montrent qu'il n'y a pas de lien de corrélation entre le fait d'avoir des troubles psychiques et le fait de commettre des actes
criminels. En revanche, ce que l'on voit, c'est que les personnes qui vivent avec des troubles psychiques sont, elles, plus souvent victimes d'actes criminels ou sont plus vulnérables à une violence externe que la population générale. Alors, je ne vais pas m'étendre sur la dernière diapositive parce que nos invités vont en parler. Donc, je vais très rapidement apporter des éléments sur la posture. Finalement, qu'est-ce qui fait que l'on peut être, sans être un professionnel de la psychologie ou de la psychiatrie ou de la santé mentale, être dans une posture d'accompagnement soutenante et favorable au processus de rétablissement dans lequel sont les personnes qui vivent avec des troubles psychiques. La première dimension, c'est tout ce qui touche à l'écoute et l'empathie. Il est vrai que l'expérience des troubles psychiques fabrique une perte d'estime de soi, une perte de confiance en soi, une honte. Et donc, de pouvoir proposer de l'écoute et de l'empathie, un regard non jugeant aux personnes, est un levier extrêmement fort pour qu'elles puissent se sentir reconnues. Et donc, ça va fabriquer de la considération qui peut être renforcée par le fait qu'en tant que professionnel, on peut être attentif à reconnaître et considérer les choix des personnes et ne pas choisir à leur place. Par ailleurs, il y a tout ce qui va toucher au soutien, au conseil, à l'orientation, c'est-à-dire finalement la présence, car les troubles psychiques fabriquent l'expérience souvent du désespoir et de l'isolement. Et donc, tout ce qui va être un témoignage de présence soutenante ou de conseil en orientation pour savoir vers qui se tourner va être extrêmement précieux. Et c'est ça qui va nourrir l'espoir du rétablissement. Qui parfois fait défaut aux personnes qui font l'expérience des troubles psychiques, qui se sentent dans un état de désespoir. Or, ce levier d'espoir est le premier levier du processus de rétablissement et c'est là-dessus, ça va être le moteur du processus de rétablissement dans lequel elles vont pouvoir s'inscrire. Voilà, j'ai terminé. Je vais tout de suite passer la parole à nos invités. Excusez-moi, je vais boire. Et je vais donner la parole à Magali Blanc, qui est donc travailleuse sociale au sein de l'association Force Aréal dans les Hautes-Pyrénées, si je ne me trompe pas, Magali. Non, Pyrénées-Orientales. Excusez-moi, Magali. Et vous étiez infirmière auparavant. Vous avez une expérience en tant qu'infirmière et depuis plusieurs années, vous avez rejoint le secteur médico-social. Et sans être une spécialiste des troubles psychiques, votre expérience de l'accompagnement vous a amené à développer finalement une expertise et un savoir-être et des stratégies d'accompagnement pour justement faire face à ces demandes parfois singulières de personnes qui ont des troubles psychiques. Donc, je vous laisse tout de suite la parole, Magali, pour nous parler de votre expérience et votre savoir-terrain, finalement, que vous avez développé. Merci, Claire. Alors, bonjour, comme l'a dit Claire, je m'appelle Magali Blanc et j'occupe le poste de conseillère en insertion professionnelle au sein d'un chantier, d'un atelier chantier dans l'insertion dans les Pyrénées-Orientales. Alors, dans une vie antérieure, j'ai été médiateur scolaire dans la Haute-Garonne et ensuite j'ai été soignante dans les Pyrénées-Orientales et notamment j'ai fonctionné sur une résidence accueil qui prenait en charge des personnes atteintes de schizophrénie en cours de réhabilitation. Voilà. Alors, ma participation aujourd'hui à ce webinaire, comme celui qui était précédemment, répond pour moi à un besoin de transmission qui découle de plusieurs constats qui sont de trouver des chemins et des pistes conduisant à des réponses adaptées et d'améliorer ainsi nos connaissances et nos pratiques et prendre conscience des atouts que nous avons, les forces que nous avons et le plus important pour moi, nos limites. La crise du Covid-19
a fragilisé un grand nombre de personnes. Les statistiques montrent que il y a eu 50% d'augmentation de consultations dans des unités psy. Les errances de rue, de soins et d'accompagnement dans le soin, car quand on traverse une période compliquée, le soin et le prendre soin passent souvent en dernier. Mes constats à ma prise de poste ont été de m'apercevoir que de plus en plus de personnes sont livrées à elles-mêmes par le fait d'un repli sur soi, sur ce qu'on appelle souvent les invisibles, hein, des personnes qu'on ne regarde pas, donc à partir du moment où on ne les regarde pas, ils n'existent pas. Les dispositifs d'aide aux professionnels travaillant auprès de ces personnes qui peinent à voir le jour et qui les confrontent à des situations difficiles. L'isolement de ces personnes, de ces professionnels, sans l'aide d'une analyse de pratique, est obligatoire dans le soin. Et les démissions qui sont dues à ces situations. Toutes ces raisons m'ont poussée à chercher en tant que travailleuse sociale venant du soin des aides. Donc pour moi, et c'est que pour moi, hein, l'accompagnement dans l'humanité des personnes rencontrant des troubles psychiques, c'est considérer ces personnes dans leur globalité et arriver à garantir la stabilité et la continuité dans l'instabilité et dans la discontinuité. Pour moi, c'est un point d'ancrage. Nous n'accompagnons pas des personnes en difficulté, mais mises en difficulté par leur pathologie. Les besoins pour y faire face sont importants. Nous avons tous besoin que des dispositifs d'aide soient mis en place afin de répondre à la situation sereinement, ou du moins le plus sereinement possible. J'ai adapté ma pratique de CIP et d'ancienne soignante devant ces constats, et parce qu'il n'y avait pas encore de réponse des institutions qui régissent nos pratiques, en mobilisant mon réseau afin de constituer une banque de données que j'ai appelée AIDE. J'ai créé un partenariat avec les CES des Pyrénées-Orientales, les centres d'examen de soins. Un partenariat avec le CLAT de Perpignan, c'est le centre de lutte anti-tuberculose, pour les parcours de rue et les levées d'écrou, c'est-à-dire les personnes qui ont un parcours pénitentiaire. Un partenariat avec le CARU d'Ascode, qui est le centre d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques et d'usagers de drogue. Un partenariat avec le SAPA, qui est le centre de soins d'accompagnement et de prévention en addictologie. Ensuite, je me suis beaucoup servi des psys qui sont conventionnés dans le dispositif Mon Soutien Psy, qui est passé de 8 séances remboursées à 100% par la Sécurité sociale à 12 séances. J'ai ensuite contacté le conseil départemental des Pyrénées-Orientales, mais bon, je n'ai pas été entendue immédiatement. Il y avait d'autres priorités. Mais à la vue des remontées de plus en plus nombreuses, le conseil départemental m'a contacté et j'ai pu fournir ma banque de données. Le conseil départemental a organisé une réunion en ce sens, en y ajoutant un partenariat efficient avec la structure Cohérence Réseau, afin qu'elle puisse intervenir auprès de nous, les professionnels. C'était la partie manquante et la plus importante de ma liste. Notre ACI a signé un conventionnement avec Cohérence Réseau afin qu'il puisse intervenir chez nous. Intervention pour moi essentielle. Pourquoi ? Afin de ne plus être seule, de conduire les personnes prises en charge vers l'autonomie sans induire un besoin plus fort à l'accompagnement, ce qui est très important, d'échanger sur les pratiques, d'avoir un regard neuf et professionnel dans le but de constater, d'aider et de diriger. Parce que je vous rappelle, nous ne sommes pas des médecins. Des exemples que je vais partager avec vous. Donc, Gabrielle, j'ai changé le prénom. Par la suite d'une TS, tentative de suicide, due à une surconsommation de drogue, des séquelles comportementales sont apparues. Il n'a plus les codes de vivre ensemble et de travailler ensemble. Une demande de travail en milieu protégé était la solution afin qu'il ne reparte pas après la fin de son agrément dans la rue sans ressources, ce qu'il était avant de rentrer sur notre chantier.
Il a choisi l'option de ne pas m'écouter. Et je n'ai pas voulu être frontale avec lui. Alors, afin de ne pas couper le lien, j'ai fait intervenir Cassandre, que vous allez écouter tout à l'heure, de Cohérence Réseau, et ainsi accompagné, il a donné son aval pour cette demande que nous avons initiée. Nous sommes en attente d'une place dans une entreprise adaptée. Et là, actuellement, nous venons de recevoir un salarié qui, à la suite d'un burn-out, est resté 3 ans enfermé chez lui dans le noir. Notre ACI est sa dernière chance, pour lui, c'est ce qu'il m'a dit, de retrouver une vie normale. Je lui ai immédiatement proposé, parce que c'est des choses que je fais habituellement un peu plus tard, mais là, j'ai senti l'urgence. Le partenariat avec Cohérence Réseau, proposition qu'il a immédiatement acceptée, conscient qu'il faut réunir pour lui toutes les opportunités afin de s'engager sur une voie professionnelle choisie et voulue et non subie. Donc, il va rencontrer Cassandre la semaine prochaine. Pour moi, tout ceci est important. Chaque personne que nous rencontrons dans nos structures et dans notre pratique, et ça c'est important, mène une vie dont on ne sait rien. Donc on n'a pas à juger, on n'a pas à avoir de jugement par rapport à ça. Voilà, pour moi, l'importance d'un partenariat, c'est parce qu'on dit toujours seul, nous allons plus vite, mais pour moi, ensemble, nous allons plus loin. Pour conclure mon intervention, je vais aborder, car il y a eu beaucoup de questions la dernière fois, qui est revenu sur le sujet lors du précédent webinaire. Il est beaucoup apparu de questions sur la violence dans l'insertion. Alors moi, à grande surprise, ça fait quelque temps que je l'aborde avec mes collègues, j'aborde librement le sujet. Les personnes en charge de l'insertion sont apparemment très étonnées. Je pense plutôt que la langue de bois est de mise. Cette violence, elle est présente pour ma part et il ne faut pas la nier. Parce que si elle est niée et si elle n'est pas parlée, elle n'existe pas. Et pourtant, elle est là. Hein. Donc, moi, je sais que j'ai cette chance d'avoir des gestes et des postures afin d'y répondre. Hein. Il y a eu plusieurs soucis. Donc, c'est resté verbal. Il y a eu des menaces sur ma collègue. Donc, voilà. Ça n'a jamais été physique. Hein. Mais au lieu d'aller à l'affrontement, même si quand il y a cet affrontement, parce que c'est pas toujours gérable, on y est. Hein, donc, voilà. Donc, par des gestes et des postures bien spécifiques. Moi, j'ai rajouté la prévention. Donc, j'ai la chance de prendre, j'arrive plutôt à mon travail. Comme ça, je suis avec l'équipe, je bois un café, je navigue. Et je jauge certaines situations. Donc, quand je constate une anomalie et ce que j'appelle moi une montée en puissance, c'est-à-dire que je vois qu'une personne, de jour en jour, monte en puissance, j'alerte les encadrants techniques afin que sur le terrain, ils puissent faire redescendre la pression. Et s'ils ne le sentent pas, j'interviens et je reçois la personne dans cette démarche. Cette position est assez concluante, hein, ce positionnement, pardon, est assez concluant. Et pour moi, il est rassurant et surtout respectueux. Voilà, je tiens et je vais le redire quand même et le repréciser que les SIAE sont régis par le Code du travail. Nous sommes à l'insertion, mais nous sommes régis par le Code du travail. Et que souvent, moi, c'est ce que j'ai fait chaque fois qu'il y a eu un petit souci. Un rappel à la loi est aussi porteur. Voilà. Mais je pense que cela, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure à mes collègues, ça pourrait faire partie d'un autre webinaire. Hein. Donc, l'appel est lancé. Voilà, on pourrait animer parce que je pense que ça aussi, ça fait partie des choses qu'on aurait besoin. Voilà. Donc, je vous remercie de votre écoute et je passe le relais, je pense, à ma collègue de Cohérence Réseau et je vous remercie.
Merci beaucoup Magali, on a bien retenu, on prend note et avec plaisir pour continuer à explorer ces sujets-là, sur ces thématiques-là. Effectivement, il y a beaucoup à dire. Donc voilà, c'est noté et on va continuer le travail. Et donc, comme vous l'évoquiez Magali, finalement, on comprend dans votre pratique que tout est possible grâce à un travail en bonne intelligence de partenariat avec l'association Cohérence Réseau. Et donc, je vais tout de suite donner la parole à Cassandre Lefebvre, qui travaille depuis 3 ans, un peu plus de 3 ans au sein de l'association Cohérence Réseau. Et si je ne me trompe pas, Cassandre, votre souhait, c'était d'explorer un accompagnement de qualité que vous trouvez avec des valeurs orientées rétablissement, euh, dans lesquelles vous vous retrouvez en tant que professionnelle, en tant que travailleuse sociale. Donc, je vais vous laisser la parole, Cassandre, pour à la fois nous expliquer l'association Cohérence Réseau, sa mission et son travail, mais aussi comment vous faites pour accompagner des personnes qui ont des troubles psychiques. Et pour rappel, Laure Dumoutier, psychologue au sein de la même structure, est à vos côtés et donc pourra soit éventuellement compléter, soit aider au moment des questions. Donc, si vous avez des questions également pour Anne-Laure, n'hésitez pas. Je vous laisse la parole. Alors, bonjour à tous. Donc, je suis Cassandre Lefebvre, conseillère en insertion professionnelle pour l'association Cohérence Réseau. Donc, aujourd'hui, ce qu'on va faire ensemble, ce que je vous propose, c'est de pouvoir réfléchir à comment on peut accompagner un public en situation de fragilité ou de handicap psychique. Voilà, donc à destination des professionnels qui participent aujourd'hui à ce webinaire. Donc, pour commencer, quelques mots un petit peu sur notre structure. Donc, Cohérence Réseau, on est une association spécialisée du coup dans l'accompagnement des personnes qui présentent soit une fragilité ou un handicap psychique. Donc, nous, on est implanté sur Perpignan depuis 17 ans environ. Donc, notre approche, elle est basée vraiment sur la réhabilitation psychosociale et effectivement le rétablissement, dont Claire nous a parlé aussi tout à l'heure, mais j'y reviendrai un petit peu aussi dans le détail par la suite. Pour vous donner une idée un petit peu de notre équipe de travail, donc on est 3 conseillers en insertion professionnelle. On travaille donc avec une psychologue donc, qui est ma collègue Anne-Laure Dumoutier juste avec moi aujourd'hui. On travaille aussi avec un père aidant, alors père PAIR. Donc pour vous donner plus de précision, c'est une personne qui présente des difficultés psychiques, qui est stabilisée et qui propose du coup aux bénéficiaires qu'on accompagne d'avoir des rendez-vous avec cette personne-là pour travailler sur la notion de rétablissement et de gestion de la maladie. Donc ça, c'est libre à chacun de pouvoir le rencontrer en fonction des envies et des besoins. On travaille aussi avec une conseillère en économie sociale et familiale qui va intervenir, elle, du coup, sur toutes les questions liées au logement, liées aux questions d'ordre administratif, et là où il y a besoin aussi d'un soutien particulier ou ponctuel, elle intervient donc sur ces situations-là. On a aussi donc une secrétaire de direction et bien sûr un directeur d'association. Voilà, donc ça c'est pour vous donner quelques idées sur le fonctionnement de Cohérence Réseau. Alors, au niveau de nos missions, donc je ne vais pas rentrer dans le détail pour chacune des missions qu'on porte, mais pour vous en dire quand même quelques mots. Donc nous, notre priorité, comme je vous l'ai dit, donc c'est l'accompagnement à l'insertion professionnelle des personnes qui ont des troubles psychiques, mais aussi au maintien en emploi des personnes qui ont des difficultés psychiques, difficultés, fragilités. Donc, on travaille particulièrement avec les appuis spécifiques portés par la GFIP. On a aussi une action auprès des chantiers d'insertion, des GEC, des ETTI du département. Donc, sur le département, il y en a à peu près 25 sur lesquels on intervient quand il y a des besoins ponctuels. Par exemple, c'est ce que disait Magali, c'est le partenariat qu'on a pu mettre ensemble en place. Donc, cette action, elle est portée par la DETS et le conseil départemental.
Bien sûr aussi dans nos missions, on lutte aussi contre la discrimination face aux troubles psychiques. Claire en a parlé aussi tout à l'heure, il y a beaucoup d'idées reçues. Donc c'est notre mission aussi de pouvoir intervenir sur ces sujets-là. On a aussi des missions de sensibilisation au grand public. Quand je vous dis grand public, ça peut être des lycées, à des entreprises, voilà, c'est très large et varié. Et puis, on a aussi des missions de formation, notamment sur le PSSM, premier secours en santé mentale, et autres formations sur les troubles psychiques. Alors, je vous disais tout à l'heure qu'on avait une approche qui était basée sur la réhabilitation psychosociale. Alors, on en a parlé déjà un petit peu tout à l'heure, mais je vais revenir dessus aussi. Si on voulait décrire un petit peu ce que c'était que la réhabilitation psychosociale, en fait, il faudrait l'entendre de façon générale comme un ensemble d'actions qui va être mise en œuvre auprès des personnes qui présentent des difficultés psychiques. En fait, toutes ces actions-là, elles vont leur permettre de retrouver une certaine autonomie et une certaine indépendance dans la société. Alors, quand on parle de réhabilitation, on peut même dire, on peut aller plus loin et même dire que c'est en fait un état d'esprit à avoir. Alors, un état d'esprit à avoir pour la personne qui présente des difficultés psychiques, mais pas que, c'est aussi un état d'esprit à avoir pour l'ensemble de la société pour qu'on puisse tous contribuer ensemble à cette notion de rétablissement. Donc justement, le rétablissement, vous avez une définition, vous aurez de toute façon accès au PowerPoint, mais je vous ai mis une définition de Patricia Digan, je ne vais pas vous la lire, mais en fait, pour vous en dire quelques mots, Patricia Digan, c'est une des pionnières de ce mouvement du rétablissement dans les années 90 qui est née aux États-Unis. Elle était elle-même usagée de la psychiatrie et donc elle a milité fortement pour retrouver le pouvoir d'agir aussi des personnes qui présentaient des difficultés psychiques. D'ailleurs, Patricia Digan est devenue psychologue par la suite. Donc, le rétablissement, alors c'est pas une recette magique, il n'y a pas une marche à suivre, un guide, voilà, c'est vraiment propre à chacun. C'est un cheminement qui va être très personnel, très individuel et qui va consister en fait pour la personne qui présente des difficultés psychiques à pouvoir s'épanouir et se construire une vie pleine de sens malgré les symptômes qui peuvent être présents. D'ailleurs, quand on parle aussi de rétablissement dans les troubles psychiques, ce qui est important de garder en tête, c'est qu'on n'est pas en train de parler d'une guérison, comme par exemple, j'attrape un rhume et dans 4 jours, je serai guérie, mais plutôt comme j'ai mes symptômes qui sont présents, mais malgré tout, je vais pouvoir me rétablir et continuer de vivre avec. Voilà, donc si on pouvait associer un mot à cette notion de rétablissement, ce serait vraiment le mot de l'espoir. Voilà, donc effectivement, on peut se rétablir d'un problème de santé psychique. Donc cette idée-là, elle commence à faire son chemin de plus en plus, et heureusement, parce que jusque-là, ça semblait un petit peu être quelque chose d'impossible. On avait plus de facilité à l'envisager pour un problème de santé physique, mais moins pour un problème de santé psychique. Pour autant, ça peut être le cas. Alors, ce qui peut être intéressant aussi aujourd'hui de vous présenter, ça va être les différentes phases de vie des personnes qui présentent des difficultés psychiques. Alors, vous allez voir sur le PowerPoint, en bleu, vous avez une ligne de vie d'une personne qui n'a pas de difficultés psychiques. Donc, on voit que c'est assez linéaire. Et en rouge, vous avez la courbe de vie du coup d'une personne qui va présenter des difficultés psychiques. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que souvent, pour les personnes qui ont des difficultés psychiques, ça va se déclarer vers la période de l'adolescence ou du jeune adulte. À ce moment-là, on peut compter malheureusement entre 8 et 10 ans pour qu'un diagnostic soit posé. Donc, c'est ce qui va expliquer qu'il va y avoir peut-être sur cette période-là
plus de phases d'hospitalisation, peut-être plus de tentatives de suicide, ou en tout cas, il va y avoir une certaine instabilité puisque aucun diagnostic et potentiellement peut-être un traitement qui n'est pas adapté ou qui n'a pas été encore mis en place. Voilà. Mais plus la personne, elle va avancer aussi en âge et avec les soins et toute cette réhabilitation psychosociale autour d'elle, plus les choses vont se stabiliser. Donc c'est souvent là que les personnes, elles vont avoir des projets professionnels, ça peut être aussi des projets personnels, de créer une famille, d'avoir des activités pour elles. Et on voit que plus la personne, elle va avancer en âge, plus elle va apprendre finalement à dompter aussi ses symptômes. Et en fait, les phases d'hospitalisation, elles vont s'éloigner. Et à contrario de certaines autres pathologies, là, justement, plus on avance en âge, plus les choses finalement se stabilisent pour les personnes, puisque elles vont, si elles sont bien entourées, bien encadrées, pouvoir comprendre et gérer au mieux du coup leurs symptômes pour accéder à une vie tout à fait épanouissante pour elles. Voilà, donc c'est pour ça aussi le continuum là des phases de vie c'est intéressant de vous le présenter parce qu'il faut comprendre aussi qu'il y a cette forme de temporalité dans les troubles psychiques. Donc il faut accepter cette variabilité qui en fait partie et puis ces phases plus calmes, plus stables. Mais c'est vraiment une notion à garder en tête quand on accompagne des personnes qui sont en difficulté psychique. Alors, au niveau des conséquences, bien sûr, les personnes qui présentent des troubles psychiques, on va retrouver des conséquences à différents niveaux. Donc, on peut retrouver des conséquences au niveau cognitif. Alors là, par exemple, ça peut être, on va remarquer des difficultés d'apprentissage, des difficultés de compréhension, des difficultés aussi de concentration. Alors, attention, ça c'est hyper important, ça n'a rien à voir avec une défaillance intellectuelle, comme tout à l'heure Claire en parlait aussi. Les capacités intellectuelles sont intactes. Il ne s'agit pas d'un déficit. C'est vraiment, il faut vous imaginer par exemple sur la concentration. Une personne qui présente un trouble et qui va entendre peut-être des voix. Imaginez que si elle est en formation et que le formateur, du coup, l'enseignant, donne des consignes, qu'elle va devoir se concentrer sur les consignes et en même temps gérer aussi, du coup, ses symptômes au niveau des voix, vous comprendrez bien que, du coup, sa concentration, elle peut être impactée. Pourtant, il n'y a pas d'impact sur les capacités intellectuelles. Donc ça, c'est important aussi de faire vraiment le distinguo là-dessus. Alors, au niveau des conséquences, bien sûr, il peut y en avoir aussi au niveau affectif. La personne, elle peut avoir des difficultés au niveau de ses relations sociales. Ça peut être plus compliqué pour elle d'avoir des relations sociales. Elles peuvent être aussi parfois dégradées. Il y a des conséquences aussi au niveau du comportement. On peut remarquer parfois un comportement qui peut sembler être inadapté, qui sort un petit peu de ce qu'on peut s'attendre et c'est quelque chose aussi qu'on peut du coup remarquer. Et il peut y avoir aussi des conséquences au niveau social. Justement, on en parlait tout à l'heure, il y a cette stigmatisation et la personne, elle peut avoir tendance à être marginalisée et du coup, se mettre complètement en retrait social par peur aussi de la vision qu'elle peut rejeter aussi au niveau des autres. Voilà. Donc ça, c'est quand même très important aussi à prendre en compte. Donc, on va rentrer un peu plus là dans le cœur du sujet ensemble. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Alors, comment on accueille une personne qui présente des troubles psychiques? Alors, déjà, comment on va aborder le sujet des troubles psychiques? Pourquoi aborder justement ce sujet-là? Ça peut être difficile en tant que professionnel. Et puis, peut-être vous donner une piste
un mot-clé peut-être qui pourrait vous aider, vous en tant que professionnel, à aborder justement la thématique de la santé mentale et du bien-être psychique. Hein. Alors effectivement, hein, on l'a dit, parler de santé mentale, parler de troubles psychiques, c'est difficile. Alors pourquoi c'est difficile? Parce que en tant que professionnel, on peut se retrouver gêné d'aborder ces sujets de santé qui sont quand même assez spécifiques. Parfois aussi, on n'a pas toutes les connaissances concernant la santé mentale, les troubles psychiques, donc on peut se retrouver un petit peu démuni justement par ce manque de connaissances. On peut aussi avoir peur de blesser la personne qu'on a en face pendant les entretiens, donc on n'ose pas trop y aller. On se questionne en se disant mais si je parle de ça, comment elle va le prendre? Et du coup, on se met un petit peu en retrait et puis voilà, on évite un petit peu le sujet. La personne aussi en face, elle peut avoir peur des préjugés, donc elle peut avoir du mal à se livrer sur les difficultés qu'elle rencontre. Ça, c'est quelque chose qu'il faut entendre aussi. Hein. C'est pas évident pour les personnes de venir parler de leurs difficultés psychiques parce que, encore une fois, on a parlé de stigmatisation, voilà, de préjugés. Et puis parfois aussi, la personne qu'on a en face, elle peut être aussi dans une période de déni. Alors, la période de déni, ça, c'est aussi quelque chose qui est important et qu'il ne faut absolument pas juger puisque, on en a parlé tout à l'heure, il y a une certaine temporalité aussi pour les personnes. Donc, si pour la personne, peut-être que voilà, c'est pas le moment pour elle d'en parler, il faut le respecter. Ça ne veut pas dire que, en tant que professionnel, on a mal fait notre travail, mais ça veut dire qu'il faut respecter juste cette temporalité. En fait, ce qui est important ici là de retenir, c'est que finalement, on peut tous avoir un rôle à jouer en tout cas pour aider à accompagner la personne vers des solutions, et qu'on peut être aussi parfois même le premier maillon d'une chaîne qui va se construire après par la suite avec la personne et puis peut-être voilà, des partenaires et en tout cas savoir faire le relais. Donc du coup, qu'est-ce qu'on peut faire dans ces situations et de quoi on parle? Alors, est-ce qu'on fait semblant? Est-ce qu'on parle de conséquences de la maladie? Est-ce qu'on va parler de maladie? Est-ce qu'on va parler de compétences? Bon, alors clairement, faire semblant en tant que professionnel, quand on remarque un comportement peut-être inadapté, quand on remarque des difficultés, une certaine fatigabilité, on va pas faire semblant du coup de ne pas avoir remarqué ça, puisque là, sinon, on n'est pas du tout dans une posture d'aidant, donc c'est pas la solution de faire semblant. Est-ce qu'on va parler de maladie? Alors, ça non plus, c'est pas une bonne idée parce que quand même, il faut se rappeler que parler de maladie, de pathologie, c'est vraiment propre au corps médical et qu'il faut bien faire le distinguo là-dessus où nous, on n'est pas des professionnels de santé. Donc, on n'est pas là pour poser un diagnostic ou voilà, émettre des hypothèses de diagnostic. Ça, c'est pas du tout notre rôle et en plus, c'est pas du tout aidant pour la personne. D'ailleurs, pour vous donner un exemple, nous ici à l'association, on accompagne des personnes dans leur projet professionnel, la construction du projet professionnel. Et effectivement, parfois ça fait 1 an ou plus qu'on les accompagne. On n'a pas connaissance du diagnostic. Et en fait, on n'en a pas besoin de savoir le diagnostic. Nous, ce qui va vraiment nous intéresser, ça va être de comprendre voilà, les limites peut-être de la personne, où est-ce que sont les difficultés, est-ce qu'il y a de la fatigabilité, des difficultés de concentration. Ça oui, c'est vraiment des choses qui vont être intéressantes. Justement, c'est ça les conséquences de la maladie. C'est exactement ce que je vous disais. Donc parler de conséquences de la maladie, oui, fatigabilité, concentration, est-ce qu'il y a des difficultés de communication? Tout ça, on va s'y attarder par contre sur les entretiens. Est-ce qu'on va parler de compétences? Tout à fait, ça c'est une super bonne idée de parler de compétences. On l'a dit tout à l'heure, le rétablissement, c'est un message d'espoir. Donc ce qui va nous intéresser justement,
c'est de mettre en lumière avec la personne tout ce qui fonctionne bien. C'est-à-dire, par exemple, sur des interventions, par exemple, auprès d'un chantier d'insertion, on va pouvoir dire telle et telle mission qui t'ont été confiées, ça fonctionne super bien. Avec le groupe, il y a de bonnes relations sociales, l'intégration se passe bien. Voilà, et on va continuer du coup dans ce discours-là positif pour pouvoir aller après sur la suite aussi des choses qui sont plus de l'ordre des difficultés. Mais ça, c'est vraiment quelque chose d'important de garder en tête qu'il faut valoriser la personne et parler surtout des compétences pour après arriver à la suite. Donc, les éléments alors du discours à aborder. Donc, l'idée, en fait, de ce que je vous explique, c'est vraiment d'accompagner la personne à explorer ses potentiels, et puis ses talents, tout ce qui fonctionne bien chez elle. Ça, c'est vraiment la priorité. Ça n'empêche pas de faire ça, qu'on puisse ensemble après aussi, par la suite, explorer aussi les limites, où sont les difficultés. En fait, ce qui est important de pouvoir instaurer avec la personne qu'on rencontre, c'est un climat de confiance. Et puis, nous, en tant que professionnels aussi, faire preuve d'empathie et ne pas être dans le jugement. En fait, la réhabilitation psychosociale, il n'y a pas de secret. En fait, c'est 10% uniquement d'outils et 90% de posture. Donc, c'est vraiment important en tant que professionnel de savoir accueillir la parole, de savoir se montrer à l'écoute, de dédramatiser aussi les situations et de faire preuve aussi d'un point d'appui pour la personne. Donc, après, je voulais vous dire ça aussi. En tant que professionnel, on a chacun nos domaines de compétences, on a chacun nos missions aussi. Et parfois, on peut aussi se retrouver en limite face à des situations où on a plus de propositions à faire, ou en tout cas, ça ne dépend plus de nous. Et ça, c'est OK. C'est vraiment quelque chose sur lequel il faut être à l'aise aussi. Et au contraire, c'est même se montrer, être très professionnel, de savoir dire là, ça ne relève plus de mes compétences. Mais par contre, ça n'empêche pas qu'on puisse travailler du coup avec la personne sur des orientations qui vont pouvoir l'aider et l'accompagner pour la suite. En fait, dans l'idée toujours de faire des relais. Voilà. Mais il faut aussi se déculpabiliser en tant que professionnel. Et effectivement, on a tous nos limites et à un moment donné, c'est normal et on est là pour pouvoir faire les relais. Donc, jusque-là, je vous ai un petit peu présenté des situations où finalement la personne, elle acceptait de se livrer. On arrivait quand même à instaurer une discussion, on arrivait à parler de difficultés. Et parfois, c'est plus compliqué que ça. Donc, peut-être qu'il y a le mot stress, qui peut venir vous aider en tant que professionnel. Par exemple, la personne, sur un entretien, elle a eu du mal à se livrer. Et pourtant, vous avez repéré des fragilités, des choses qui vous ont interpellé. Et vous avez du mal à aborder le sujet. Vous ne savez pas trop par quel biais passer. Peut-être que le mot stress, ça peut venir vraiment vous aider. En fait, c'est un mot qu'on associe, qu'on utilise très facilement. Par exemple, ça arrive régulièrement le matin quand on se retrouve peut-être même entre collègues, de dire aujourd'hui j'ai une journée stressante, j'ai beaucoup de choses à faire, ou je me sens stressée. Donc, l'idée peut-être pour vous, ça peut être aussi sur un entretien, de recevoir la personne, de parler des choses positives qui fonctionnent bien pour elle. C'est toujours ça aussi, ce qui est important de mettre en avant, ce qui fonctionne bien. Et vous pouvez tout à fait aussi dire à la personne, je te sens un petit peu stressée en ce moment, qu'est-ce qui se passe pour toi, je ressens ça, est-ce que tu veux qu'on en parle? Donc déjà, on peut ouvrir une porte par ce mot-là. Alors, pareil, après, il faut aussi
être à l'aise avec ça, la personne, peut-être que quand vous allez lui tendre la perche aussi avec le mot stress, peut-être qu'elle va pas s'en saisir parce que ce sera pas le moment pour elle, parce que au niveau de la temporalité, ben, ce sera pas voilà son moment. Et ça, il faut le respecter aussi. Mais vous, en tant que professionnel, vous pouvez aussi tout à fait vous rassurer parce que vous avez ouvert une porte. Et à partir du moment où la personne, elle se sentira assez en confiance ou qu'elle se dira bah, c'est le moment, ça y est, on m'a prêté attention, et ben elle saura qu'elle pourra venir vous retrouver pour peut-être échanger du coup sur ses difficultés. Mais voilà, le mot stress, en tout cas, ça peut être une piste pour vous aussi pour avancer sur ces sujets-là de bien-être et de santé mentale. Voilà, donc je termine ici ma présentation au niveau des petites pistes que j'ai pu vous donner. Vous allez retrouver le PowerPoint et une bibliographie ainsi qu'un annuaire avec des numéros qui peuvent être utiles aussi, qui vous seront transférés à la suite du webinaire. Et puis, il y aura ma collègue aussi, Anne-Laure Dumoutier, qui est psychologue du coup au sein de l'association, qui pourra venir compléter les infos au moment des questions. Donc, je laisse la parole à Céline. Merci Cassandre pour tous ces conseils et ces éléments d'éclairage de l'accompagnement et voilà, d'avoir mis en lumière le rôle que l'on peut jouer sans pour autant être un spécialiste ou un expert de la santé mentale, mais qui a énormément de valeur pour ouvrir des portes et un champ des possibles pour les personnes. Donc, merci pour cela. Je vais maintenant laisser la parole à Céline. Céline, vous êtes en charge de la formation au sein de la Fédération des acteurs de la solidarité. Et il y a tout un travail de développement et de proposition qui a été fait de formation à destination des professionnels du médico-social sur le thème de la santé mentale. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu? Donc, bonjour à toutes et à tous. Alors effectivement, contrairement à Cassandre et Magali, il va pas s'agir pour moi de vous parler d'une expérience professionnelle, mais de pouvoir vous présenter une offre de formation complémentaire à destination donc des professionnels sur la thématique de la santé mentale. Donc moi je suis chargée de mission formation à la Fédération des acteurs de la solidarité donc sur l'Occitanie, basée à Montpellier, et j'ai en charge en fait la coordination du plan national pluriannuel de formation des travailleurs sociaux sur la thématique de la santé mentale. Donc ce plan de formation, il a été mis en place mi-2023 et donc il se déroule sur 4 ans, donc jusque juin 2026, donc sur toute la France. Et il se compose de 2 offres de formation, donc qui sont pas forcément connues. Donc là, pour moi, c'est l'occasion de pouvoir vous en faire part. Donc la première offre, ce sont des webinaires de 2 heures sur la thématique de la santé mentale. Alors, qui, contrairement aux webinaires qu'on propose, ont davantage vocation à présenter les signes de repérage de potentiels troubles, de présenter éventuellement différentes pathologies et de pouvoir vous accompagner sur la prise en charge des personnes. Donc, ce sont des webinaires gratuits qui sont organisés 2 fois par semaine et où environ entre 180 et 200 personnes peuvent s'inscrire. Donc là, vous aurez les liens, je pense, sur le chat de l'organisme de formation qui dispense ces webinaires et sur lesquels vous pourrez vous inscrire. La deuxième modalité de formation, alors elle est dispensée donc au niveau national. Ce sont des formations de 2 jours qui sont gratuites et qui sont proposées à 15 professionnels. Donc, sur chaque département de France, environ donc une session par mois de formation où là, en fait, pendant 2 jours, donc des professionnels psychologues,
psychiatres, coordinateurs santé vont aborder avec des professionnels du secteur, donc ce qu'on appelle l'AHI, donc accompagnement, hébergement et insertion, et tout le secteur de l'insertion par l'activité économique, donc les CIP, les encadrants techniques qui travaillent dans les structures de l'insertion par l'activité économique vont pouvoir bénéficier de ces formations. Donc, si vous êtes basé en Île-de-France et dans les DOM-TOM, c'est Infor Santé qui dispense ces formations. Et pour l'ensemble du reste du territoire, c'est Orsper Samdara, qui est un organisme, un observatoire national spécialisé sur la thématique de la santé mentale et de la précarité, qui dispense ces formations. Donc, elles sont ouvertes à tous. Donc là, dans le chat, vous aurez les sites internet de ces deux organismes pour pouvoir vous inscrire. Donc là, si je parle, donc moi, je coordonne la formation sur l'Occitanie. Pour 2024, les formations sont clôturées, mais dès 2025, vous aurez donc sur chaque département une session de formation sur laquelle vous pouvez vous inscrire. Et l'objectif de ces formations, en fait, il y a 4 grandes thématiques. La première, c'est de pouvoir repérer des signes, des troubles de santé mentale. Ensuite, de pouvoir travailler et réfléchir à comment est-ce qu'on se positionne face au public. Ensuite, comment est-ce qu'on peut orienter vis-à-vis en fonction des difficultés rencontrées, vers qui est-ce qu'on peut orienter ces publics. Et le dernier objectif, c'est aussi comment est-ce qu'on peut préserver sa propre santé mentale, puisque donc beaucoup de professionnels nous ont fait part des difficultés qu'ils peuvent rencontrer quand justement ils sont amenés à faire face à un public vis-à-vis desquels souvent ils ne se sentent pas assez formés, assez outillés pour pouvoir les accompagner au mieux. Donc là, ces formations existent depuis 1 an et demi. Les retours qui nous sont faits donc dans les intérêts positifs, c'est que justement les formateurs qui interviennent sur chaque département connaissent l'offre de services que les professionnels peuvent mobiliser sur le département. Il ne s'agit pas de faire une liste indéfinie de tous les services qui peuvent être mobilisables alors qu'ils n'existent pas forcément sur le département, mais c'est justement en fonction de la territorialisation qui peut être sollicité en fonction des troubles et des difficultés repérées. L'autre intérêt, c'est aussi de pouvoir mutualiser et partager entre professionnels au regard de situations rencontrées, de difficultés et de projets éventuellement, et de partenariats qui ont été mis en place. Donc ça, voilà, vraiment, c'est cette offre de formation. Donc, je le répète, sur l'ensemble du territoire français, hors Île-de-France et département d'outre-mer, donc par Orsper Samdara, et spécifiquement Île-de-France et département d'outre-mer, Infor Santé. Donc là, vous pouvez vous inscrire et ce sera, voilà, en tout cas, c'est intéressant, je pense, de pouvoir démultiplier. Donc, bien évidemment, on a conscience que cette offre de formation ne répond pas à toutes les questions que vous pouvez vous poser et à toutes les situations que vous pouvez rencontrer, mais il nous semble que c'est un outil, supplémentaire qui peut vous outiller. En parallèle, donc, la Fédération des acteurs de la solidarité réfléchit pour 2025 à pouvoir proposer la formation, donc premier secours en santé mentale, mais justement, Cassandre l'a présenté tout à l'heure, Cohérence Réseau aussi dispense cette formation. Donc c'est également un outil supplémentaire qui peut vous aider dans l'exercice de vos postes. Donc voilà, donc je reste à disposition si jamais vous avez des questions supplémentaires sur ces offres de formation qui, je le répète, voilà, sont gratuites et réservées donc aux professionnels, travailleurs sociaux et qui travaillent dans le domaine de l'insertion par l'activité économique. Voilà. Merci beaucoup Céline pour cet éclairage précieux et effectivement de rendre accessibles ces formations. Il n'y a pas une formation magique parfaite, mais voilà, ce sont des opportunités, des temps à chaque fois qui nous permettent, comme vous le disiez, à la fois de trouver les ressources, de peut-être mieux comprendre le sujet et puis de se fabriquer son propre réseau pour pouvoir avoir des réponses à chaque situation qui est singulière. Donc, merci beaucoup de faire connaître ça. C'est très accessible, c'est gratuit.
Donc, n'hésitez pas, c'est vraiment une chance que ça existe de manière aussi accessible. On va prendre maintenant, pour ce dernier quart d'heure, un maximum de questions. Donc, on commence tout de suite avec une première question de Céline Abba qui demande comment accompagner une personne qui est dans le déni de ses troubles et qui ne prend pas son traitement, agressive et incohérente à chaque rencontre, sentiment de persécution omniprésent, impossible d'avancer dans ses démarches administratives et de lui permettre de bien vivre dans son logement. Donc, on voit une situation qui n'est pas facile. Alors là, j'ai envie de dire qu'on ne va pas être trop nombreux pour essayer d'éclairer une situation qui est aussi complexe. Qu'est-ce que vous feriez peut-être, Cassandre, Anne-Laure et Magali dans cette situation-là? Qu'est-ce que vous recommanderiez? Alors, la question du déni, effectivement, elle a été abordée. Elle fait partie d'un handicap psychique. C'est quelque chose qu'on peut retrouver de manière récurrente. Tout à l'heure, Cassandre parlait de temporalité du sujet. Là, c'est bien de ça dont il s'agit. C'est-à-dire que si la personne est dans le déni, elle ne va pas forcément avoir conscience des difficultés qu'elle peut avoir à ce niveau-là. En revanche, alors c'est une psychanalyste qui disait ça, qui s'appelle Manoni et que j'aime bien citer. Elle disait que le symptôme, ça vient toujours à la place d'une parole qui manque, qui ne peut pas être dite et qui est adressée à l'interlocuteur. Là, on voit que c'est quelqu'un qui est agressive, qui a un sentiment de persécution. C'est sa réalité à elle. C'est-à-dire qu'elle, elle vit vraiment les choses comme ça. Et son agressivité, ce sentiment de persécution, c'est des symptômes qu'elle adresse à l'autre parce qu'elle n'a pas les mots pour dire justement ce qu'elle ressent. Bien évidemment qu'il faut les prendre en compte. Et bien évidemment que c'est compliqué de pouvoir accompagner puisqu'on ne peut pas forcément adapter la réponse proposée. L'idée, effectivement, et dans l'idéal, c'est de pouvoir l'amener vers le soin. Mais une personne qui est dans le déni, elle n'est pas prête à entendre le soin. Et si on lui parle de ça, forcément que, d'une certaine manière, c'est nous qui nions sa réalité et c'est nous qui nions ce qu'elle est en train de nous raconter. Donc, c'est toute la problématique et toute la complexité, effectivement, de l'accompagnement avec ce type de public. C'est de créer un climat vraiment de confiance, une alliance de travail qui va parfois pouvoir prendre énormément de temps. J'ai eu le cas l'année dernière d'un monsieur que j'ai accompagné qui était persuadé qu'il y avait des caméras dans mon micro, qui n'était bien évidemment pas dans le soin, qui ne voulait pas y aller parce qu'il avait une sainte horreur de tout ce qui avait attrait à la médecine et aux médicaments. Il m'a fallu à peu près une dizaine de mois pour pouvoir justement l'amener à aller consulter un centre de réhabilitation psychosociale avec lequel on travaille. Mais il a fallu que je l'amène à ce premier entretien. Et en fait, à un moment donné, il m'a parlé de difficultés qu'il avait aussi dans la communication avec les autres. C'est-à-dire qu'il a pris conscience à un moment donné que communiquer avec les autres, ça pouvait être compliqué, qu'il ne parvenait pas souvent à faire comprendre justement ses idées et qu'il prenait conscience qu'il y avait une difficulté par rapport à ça. Le centre de réhabilitation psychosociale proposant des activités justement sur les habiletés sociales aussi, on est passé par ce champ-là. Et c'est comme ça qu'il a pu rencontrer le centre de réhabilitation psychosociale et que derrière, il y a un suivi avec la psychologue qui a pu se mettre en place. Mais ça a vraiment été un travail de longue date. Et moi, ce que j'ai envie de vous dire aussi, c'est que, en fait, il faut bien faire le distinguo entre nos attentes et les attentes des personnes qu'on accompagne. Et parfois, nous, on peut sentir que la personne, elle est prête, mais dans sa réalité, dans sa temporalité, elle ne l'est pas. Et si on ne l'entend pas, du coup, c'est nous qui nous retrouvons, encore une fois, ce que je disais tout à l'heure, à nier sa réalité. Et c'est là où peut subvenir justement l'agressivité, parce que l'autre en face, il a l'impression qu'on ne l'écoute pas, qu'on ne l'entend pas. Donc, voilà ce que j'ai envie de dire. Je ne sais pas si ça répond à la question, parce qu'en fait, il n'y a pas de réponse, finalement. Non, si, il y a une réponse, Anne-Laure. Il y a une réponse. Ce qu'on comprend, c'est que ça ne se résout pas en une rencontre, que derrière, il y a une capacité d'écoute, de considération aussi de la réalité dans laquelle est la personne. Et je me dis que aussi ce qu'on entend dans ce que vous dites, c'est le fait que l'agressivité, elle n'est pas forcément tournée vers nous, vers le professionnel ou vers l'interlocuteur. En fait, elle est l'expression de quelque chose.
Et donc, comment on fait pour ne pas la prendre pour nous et permettre à la personne de se sentir considérée, écoutée, entendue, et donc peut-être laisser la place à autre chose que de la réactivité et des postures défensives. C'est ça. Ok. Et moi, j'ai envie de rajouter, ne persévérer. Vous dites 10 mois. Voilà. Donc, dans ces moments-là, l'enjeu de persévérance en tant que professionnel et de garder espoir sur le fait que ça peut être un processus qui va se mettre en place et que ça peut être différent pour la personne est très important. Et puis finalement, il y a cette histoire aussi de, un peu ce qu'on disait tout à l'heure, on est des sortes de semeurs de graines, de colibris, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on plante une graine, la personne, elle est peut-être pas prête à la saisir, mais elle sait que dans cet espace-là, il y a quelqu'un qui est en capacité de l'écoute, qui est en capacité de l'entendre. Alors, ça ne veut pas dire l'accompagner dans son délire de persécution, bien évidemment, mais en tout cas, c'est entendre qu'à travers ça, il nous dit quelque chose de sa souffrance. En fait, même quand il y a de l'agressivité, de la colère, du délire de persécution, des choses qui peuvent faire peur, on ne va pas faire semblant, toujours se rappeler que derrière, la personne, c'est de la souffrance qu'elle exprime et que ce dont elle a besoin par-dessus tout, c'est d'humanité, de bienveillance, d'écoute et de reconnaissance. Merci beaucoup, Anne-Laure. On va prendre une deuxième question. Comment gérer la question de l'absentéisme, l'arrêt maladie, lorsqu'on accompagne ou manage des personnes présentant des fragilités? Je précise que je travaille avec des groupes de jeunes volontaires en service civique. Merci. Alors, fragilité, c'est fragilité psychique. C'est quel type de fragilité parle-t-on? J'imagine que c'est de cet ordre-là. Peut-être qu'il me semble, vous pourrez compléter, mais qu'il y a un enjeu par rapport à l'absentéisme, aux arrêts maladie qui effectivement arrivent parfois quand il y a des troubles psychiques, parce que c'est une manière de se reposer, c'est une manière de gérer ses troubles aussi quelquefois, d'être en arrêt maladie. C'est-à-dire, en fait, je sens qu'il y a de la fatigue, je me mets en arrêt maladie, je récupère des forces et je peux revenir. Donc, quelquefois, c'est une forme d'équilibre psychique qui se trouve à travers ces absences ou ces arrêts maladie. Ce que l'on voit, c'est que la maladie, ça vient dire quelque chose. Exactement. Ça peut être vu comme une manière de dire je ne vais pas bien, j'arrive pas à le dire avec les mots, mais l'arrêt maladie, voilà. Exactement. Et en tant que manager ou accompagnant, ce qui est très important, c'est de faire alliance en fait par rapport à cet enjeu-là. C'est-à-dire comment on fait équipe ensemble pour dire je comprends qu'il y a des moments où tu as besoin de t'arrêter, tu as besoin de peut-être de récupérer ou voilà. De toute façon, j'ai pas mon mot à dire moi en tant que manager là-dessus. Ça, comment on peut faire pour que ça n'empêche pas l'équipe de travailler et que ça ne décrédibilise pas ton travail. Et en fait, souvent dans ces moments-là, ce qui est important, c'est de chercher une stratégie en commun qui convienne à l'équilibre du fonctionnement du collectif de travail. Parce qu'en fait, c'est ça qui est difficile. C'est la manière dont ça va se répercuter sur le travail des autres ou sur le travail du groupe, du service ou sur le manager. Et souvent, ce qu'on voit, c'est que si finalement, on arrive à mettre en place une stratégie, c'est-à-dire, par exemple, essaye de me prévenir dès que tu sors de chez le médecin et qu'il t'a donné l'arrêt maladie et pas à la dernière minute, voire peut-être de réfléchir à est-ce que tu as identifié les moments où tu étais en arrêt maladie et qu'est-ce qu'on peut faire pour les prévenir? Mais en fait, ça diminue le nombre d'arrêts maladie et c'est moins subi par les différentes parties prenantes. Et donc, après, ça peut être des stratégies de dire, voilà, est-ce qu'on s'est assuré que les collègues pouvaient prendre la main sur les dossiers, par exemple, que je suis en train de traiter, même quand je ne suis pas là? Est-ce qu'ils ont accès à mes dossiers? Et du coup, de trouver un mode de fonctionnement collectif qui fait que l'arrêt maladie est moins pénalisant pour le reste de l'équipe. Je peux rajouter quelque chose par rapport à cette question. Voilà, nous c'est quelque chose qui arrive de façon assez régulière. Donc nous avons des arrêts du lundi
qui sont liées à des consommations le week-end. Donc, on en parle entre nous et la personne, parce qu'on peut projeter un calendrier. Voilà, on s'arrange pour que le lundi, il ne soit pas présent. Voilà, c'est pas ignorer ce qui se passe parce qu'on en parle, mais c'est trouver une solution pour qu'il soit présent et pas le mettre en difficulté. Là, la personne que va rencontrer Cassandre, c'était établi dès le départ. Il a des soucis de santé, donc il y a des jours où il y a d'absence, donc il prend quand même le temps de venir, il monte au chantier. Il dit voilà, je ne suis pas en capacité, ou je peux travailler que le matin et pas l'après-midi, et on l'accompagne là-dedans. Voilà, il y a un discours qui est ouvert, on travaille avec, on s'adapte, on sait qu'ils mettent le pied sur de première reprise à l'emploi, et on ne peut pas tout casser, justement, en étant figé. Voilà, il faut aussi lâcher. Il faut lâcher et travailler main dans la main, parce qu'on est sur le même bateau. Donc voilà. Merci Magali. Effectivement, c'est quelle stratégie on cherche ensemble pour limiter les arrêts maladie. On va prendre encore une question. Comment accompagner les familles dont l'un des parents présente un trouble de santé mentale? Comment en parler avec les enfants? Alors là, je vous invite vraiment à vous tourner vers l'association Una Femme, qui fait tout un accompagnement, notamment des proches, qui a des programmes pour les jeunes, pour les enfants. Il y a aussi les programmes pour les frères et sœurs qui existent avec les funambules. Et j'ai vu dans le chat un participant parler de la plateforme Family Up. Alors, j'avoue ne pas connaître, mais je suis allée voir rapidement. C'est un dispositif, une plateforme qui travaille sur l'intelligence artificielle au service des familles pour les aider justement dans leur santé mentale. C'est soutenu notamment par la région Occitanie, c'est rattaché à des laboratoires de recherche à Toulouse et le ministère de la Recherche. Ça peut valoir le coup d'aller regarder de ce côté-là qui a l'air d'être une ressource du côté de Toulouse. Je vous propose qu'on prenne très rapidement une dernière question. Si elle arrive. J'ai vu qu'il y avait, alors, équipe attachée au pouvoir d'agir des personnes qu'on accompagne. Des fois, se pose la question de la sécurité de la personne. Est-ce que le handicap psychique peut être un frein à son pouvoir d'agir et comment nous, les professionnels, pouvons-nous s'assurer que ses choix soient respectés sans délaisser la question de sa sécurité physique, mentale, affective? Qu'est-ce que vous auriez envie de dire là-dessus, peut-être, Cassandre et Anne-Laure? Alors, pour moi, pouvoir d'agir et handicap psychique, c'est pas incompatible et c'est pas un frein. Le pouvoir d'agir, il est propre à chacun. Après, bien évidemment que si la personne se met en danger en termes de sécurité, on se doit d'agir. C'est-à-dire que c'est pas le pouvoir d'agir à n'importe quel prix, bien évidemment. Mais du coup, voilà, ça peut valoir le coup de le reprendre avec la personne, de poser avec elle, voilà, quels sont ses besoins, quelles sont ses attentes, qu'est-ce qui est mis aussi derrière ces actions. Enfin voilà, peut-être qu'est-ce qui se joue. Et encore une fois, nous, toujours faire le distinguo entre ce que nous professionnels on va ressentir de la situation et la réalité de la situation de la personne qui la vit. C'est-à-dire que voilà, on n'est pas des sauveurs et on peut parfois être tenté effectivement d'aller explorer ce côté-là. Il y a quand même une histoire aussi de faire confiance à la personne et de la confronter à sa propre réalité. Et ça, pour moi, ça fait partie du parcours du rétablissement. Et à partir du moment où on se met à penser à la place de l'autre, alors je ne dis pas que c'est ce qui est fait, attention, hein, mais à partir du moment où on se met à penser à la place de l'autre, parce qu'on le pense peut-être plus fragile, plus sensible, on sort justement de la réhabilitation psychosociale et on sort du rétablissement. Merci Anne-Laure, je pense que c'est une belle parole pour la fin, c'est effectivement d'être très très attentif
à finalement la confiance que l'on peut avoir dans les personnes, le respect de leur intégrité et justement de leur pouvoir d'agir. Et ce qui enlève le pouvoir d'agir, parfois, c'est l'accompagnement et le soin. Et donc, voilà, d'avoir confiance dans le fait que les personnes voilà, mènent leur vie et qu'on ne peut pas les protéger de toutes les difficultés de la vie. On en revient à ce qu'on disait au début, et de leur faire confiance dans leur capacité à traverser ça, et que nous, en tant que professionnels, en tant qu'accompagnants, en tant que proches, ce qu'on peut dire, c'est je serai toujours aux côtés en cas de besoin, pour soutenir, si c'est nécessaire. Mais malheureusement, on ne peut pas garantir aux gens qu'ils aient une vie tranquille, sans risque et sans difficulté. Et ce qui est important, c'est toute la reprise de considération, de reconnaissance, de citoyenneté qui est facteur de rétablissement, que l'on retrouve quand on décide pour soi, quand bien même ce ne serait pas le choix du professionnel. Donc, merci pour ces éclairages-là. J'ai vu passer dans le chat des éléments importants. J'avais juste envie de garder peut-être deux pistes à aller creuser par rapport aux questions que vous vous posez pour des personnes qui sont dans le déni ou dans la difficulté. Il y a quand même tous les pères aidants professionnels qu'on peut solliciter dans ces moments de crise, de difficulté, de déni, de personnes qui bouclent ou finalement se sont peut-être un peu bloqués comme professionnels. Cassandre, vous l'avez évoqué. Pourquoi pas se tourner vers un père aidant professionnel dans ces situations-là? Et effectivement, très justement aussi, se tourner vers la médecine du travail. Il y a des services, il y a des dispositifs de visite, de pré-reprise qu'il faut ne pas hésiter à mobiliser. Voilà, je m'excuse, on a débordé de 2 minutes. Merci infiniment pour tous ces éléments, ces partages, vos questions, votre participation extrêmement nombreux. Soyez les bienvenus pour nos webinaires de la semaine prochaine si vous souhaitez, qui eux porteront plus sur le thème du travail et les jeunes et d'initiatives qui sont menées au sein d'un lycée à Toulouse. Voilà, merci pour tout. Il y aura un petit questionnaire de satisfaction pour savoir ce qui vous a intéressé, pas intéressé, et voir comment on continue le travail avec Magali, bien sûr, vos idées, votre enthousiasme et vos contributions. Merci à tous. Je vous souhaite une très bonne après-midi et à bientôt.